Voilà, donc le propos d'aujourd'hui, c'était un peu de donner une base sur les lois énergétiques que l'on retrouve aussi bien dans l'acupuncture, dans tout ce qui est soins énergétiques, ou dans les arts énergétiques chinois, que pour la plupart vous pratiquez, Qigong, Tai Chi Chuan et tous les autres et consorts. Ça va aussi servir pour ceux qui pratiquent des soins ou qui font des études sur tout ce qui est du domaine du soin. Parce que là, on va rentrer un peu... bon, c'est un peu quand même ma vision qui n'est pas originale, hein, parce que bon, c'est une vision qui appartient à l'humanité, parce que je suis un être humain. Donc c'est une vision que je souhaite partager. Et c'est pour ça que vous voyez un peu en haut quelque chose d'un peu bizarre. Vous voyez le déploiement de la matrice mathématique de l'univers. Alors c'est un terme que j'utilise souvent, que j'apprécie, parce que dedans on a à la fois le féminin et le masculin. On a la matrice, ça c'est féminin. Et puis mathématique, bon, c'est un peu un côté yang. Et le déploiement de la matrice mathématique de l'univers, c'est un peu le parallèle que j'aimerais faire avec le Tao. Parce que le Tao, Lao Tse le dit, le Tao que l'on nomme n'est pas le Tao. On ne sait pas ce que c'est le Tao. Le Tao, c'est l'univers qui se déroule. Et puis on ne sait pas grand-chose parce que on est trop dans le cœur de l'univers pour y avoir accès, puisqu'on fait partie du déploiement. Hein. Nous-mêmes, on fait partie des choses qui se déploient. Par contre, on peut y avoir accès, notamment par le Yiking. Le Yiking, c'est ce qui fait le Yiking. Avec le Yiking, on rentre en contact avec le Tao, avec le monde, l'univers implicite, c'est qui n'est pas encore exprimé et qui est comme un flux qui se déroule, qui se déploie comme un flux qui existe, mais qui n'a pas encore pris de forme. Hein, voilà. Donc c'était un peu mon idée là, ce soir, c'est partager un peu cette vision, mais en restant quand même dans quelque chose de très classique au niveau de l'énergétique chinoise. Je n'ai rien inventé de ce côté-là. Et l'énergétique, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas faire évoluer les lois de l'énergétique. Hein, donc ceux qui connaissent, ils ne s'inquiètent pas. Hein, ils ne vont pas être retournés. Hein. Voilà, donc ça, c'était un peu l'introduction. L'homme est une partie entière, il fait partie de l'univers, il fait partie, il n'est pas séparé. Hein, dans la tradition taoïste chinoise, il n'est pas du tout séparé, il fait partie de l'univers, il est soumis aux mêmes lois qui sous-tendent l'univers, et il est soumis bien sûr à ce Tao et à cette même matrice mathématique. Il ne peut pas y échapper. Hein. Donc ça veut dire que par rapport au cosmos, on retrouve des choses très classiques dans la tradition avec un grand T, c'est-à-dire l'homme il est soumis aux influences des planètes, il est soumis à l'influence de l'univers, forcément l'influence des planètes, du soleil. Ça, on sait que si on n'a pas de soleil, c'est grave. On peut y perdre la santé. Et donc, il est soumis à l'univers, et on retrouve en fait l'homme entre la matière, entre la Terre qui représente la matrice, encore une fois, la Terre, et puis le ciel qui représente non pas le ciel des nuages, hein, le ciel des esprits, hein, des choses qui sont implicites, non incarnées. Hein. Donc l'être humain, c'est le secret de la vie, c'est l'union de ce qui est subtil et avec ce qui est très matériel. Alors l'origine des lois de l'énergétique, naissance et évolution de l'univers, donc on ne peut pas, enfin pour moi en tout cas, c'est un peu comme ça que je voulais vous le présenter ce soir, on ne peut pas parler de lois énergétiques, on ne peut pas parler du Tao sans regarder un peu ce qui se passe depuis la naissance de l'univers. Bon, alors avec une vision, évidemment, j'y étais pas, je vous dis tout de suite, je ne suis pas encore immortel, avec une vision bien sûr qui est ce qu'elle est, d'abord c'est ma vision à moi qui est déjà très limitée, et puis le respect que je dois à tous les scientifiques, c'est aussi, bon, en tant que scientifique, on est aussi qu'un être humain, et on est aussi limité par rapport à la connaissance de l'univers entier.
Mais bon, moi je suis loin d'être un scientifique, tout ce qui est marqué là, je l'ai emprunté aux uns et aux autres. Donc le Tao de l'univers, il a une histoire, donc il a commencé avec, alors j'ai fait un petit rapprochement avec ce qu'on trouve, une théorie actuelle sur la naissance de l'univers, avec une espèce de bouillie indifférenciée, c'est-à-dire on ne sait pas, il n'y a pas de différenciation, c'est une espèce de magma. Pour les Chinois, curieusement, c'était aussi leur vision. Et le Wuxi, c'est il n'y a rien, tout est neutre. Wuxi, c'est vide, vide dans le sens neutre. Il y a quelque chose, mais c'est neutre, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, et il n'y a pas non plus de temps. Il n'y a pas hier ou avant-hier, il n'y a rien. Et puis, là, c'est le mystère de la matrice mathématique de l'univers, il se passe quelque chose. Alors ça, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas trop. Bon, on dit qu'il y a eu un mouvement, parce que du mouvement, on sait que tout naît du mouvement, la vie c'est le mouvement, et il y a un mouvement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est pour ça que je fais un petit peu des petits éclairs là, un petit truc qui s'est passé, et après on a rentré donc, sur la naissance de l'univers, et sur donc, de l'indifférencié, on passe au différencié. Il y a différenciation. Il y a un haut et un bas, il y a un devant, un derrière, et il y a du temps. Le mouvement, l'espace, le temps. Et il y a des secondes qui s'écoulent. En tout cas, de notre point de vue d'être humain. Différenciation entre... Alors là, on reste dans la cosmogonie, c'est le mythe de la création du monde, de l'univers, cosmogonie taoïste. Il y a le yin d'un côté, et il y a le yang. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est cette partie-là, cette partie ici, vous voyez, on oublie la transformation, le passage de l'un à l'autre. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas parler de loi énergétique, du yin et du yang. Parler du yin et du yang, c'est insuffisant. C'est totalement, il en manque un tiers. Il faut parler aussi de la transformation de l'un en l'autre, du yin en yang et du yang en yin. Ça, c'est fondamental. Alors, différenciation et aussi la naissance de la matière, naissance des atomes. Alors bon, j'avais sorti un petit document que vous trouvez sur Wikipédia, vous faites sur Internet Atomes, et vous allez voir le tableau de Mendeleïev. Vous avez, quand j'étais au lycée, il y avait moins de couches que ça, il y en a plus encore, il y a encore des atomes avec plus de couches, j'ai dû voir 23 couches. C'est gigantesque. On sait que l'hydrogène, qui est le premier atome, on suppose que l'hydrogène, le premier atome, il avait une seule couche avec un seul électron. Maintenant, on a 24 couches avec je ne sais pas combien d'électrons. Donc on a une complexification. Ce qu'il faut regarder, c'est on a rien, tout d'un coup il y a différenciation, et on a une évolution dans le temps. On a la naissance de la matière dans son expression la plus simple, un noyau, un petit électron qui tourne autour, et après on se retrouve à nos jours avec un tableau de Mendeleïev avec, je ne sais plus, 17, 18, 20 couches. Donc on est vraiment dans une complexification de la matière. Il s'est passé, vous avez vu, 14 millions d'années. En 14 millions d'années, il y a eu plusieurs couches qui sont apparues. Donc les premiers atomes, il y a 14 millions d'années, des molécules, des atomes, ils sont tout seuls, et quand ils sont assemblés, ça fait des molécules, et ça s'assemble parfois entre eux. C'est le cas de l'oxygène, mais aussi, par exemple, pour faire l'eau, c'est un atome H2O, donc c'est 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et puis, 1400 millions d'années, alors là, ça change tout, on commence à être quand même dans la vie, et on a les premières cellules vivantes qui se déplacent, qui sont les algues. Puis par la suite, on a, alors bon, beaucoup plus tard, parce que là on arrive à 150 millions d'années, il y a des choses qui naissent, il y a d'autres choses qui naissent. Moi j'ai pris ce qui m'intéressait là. Mais il y a plein de trucs pour les gens que ça intéresse, il faut regarder dans les ouvrages spécialisés, vous avez plein de choses qui sont apparues entre 1400 millions d'années et 150 millions d'années, bien sûr, dont des animaux plus simples, les méduses, des choses comme ça, qui sont pas vertébrés. La conscience basale,
La conscience, alors c'est quoi la conscience? La conscience, c'est la force de captation et d'intégration des différentes informations ou éléments de l'univers, aussi bien ceux qui nous sont internes que ceux qui nous sont externes. La conscience, c'est une force. La conscience basale, des mammifères, 150 millions d'années, des chimpanzés, australopithèques, Homo sapiens néandertal, tout ça pour voir en fait qu'il y a une évolution de la conscience. Une évolution de la conscience vers quelque chose qu'aujourd'hui, on connaît, c'est l'autoconscience. La naissance de l'autoconscience, c'est-à-dire, là, on n'a plus seulement une conscience comme les animaux. Par exemple, un animal, il a une force de captation et d'intégration de ce qui l'entoure. S'il prend un coup de balai, un coup de manche à balai, bon, quand on va sortir de manche à balai, il va s'en rappeler. Il n'est pas prêt de venir. Donc, il se souvient. On dit aussi chat échaudé craint l'eau froide, parce qu'il se souvient. Et il a une force de captation et d'intégration de ce qui l'entoure. Il éprouve des émotions aussi, l'animal éprouve des émotions, et il est content, il remue la queue. Mon chien, quand il est content, il remue la queue, puis quand il n'est pas content, ça se voit. Il est tout raplat, tout le poil tout. Donc, il a des émotions, l'animal a des émotions. Alors l'être humain aussi, il a des émotions, nous, il a des émotions. Mais l'homo sapiens, donc nous, on a quelque chose en plus, c'est qu'on a une capacité qu'on exploite. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Jung, il a dit peut-être on utilise 5 ou 10% de notre autoconscience dans notre existence, c'est-à-dire pratiquement rien. L'autoconscience, c'est, alors là, c'est quelque chose qui est au-dessus de la conscience, c'est la capacité à observer et à modifier les phénomènes de notre propre conscience. Donc là, c'est un petit poil au-dessus, ça veut dire que si je suis triste, je peux, ça veut pas dire que je le fais, je peux prendre conscience de ma tristesse et modifier ma tristesse en joie. Ça, c'est possible. C'est possible, c'est toutes les méthodes un peu mentales, psychiques et énergétiques qui permettent de faire ça. Donc là, on voit tout ça pour en arriver à dire qu'on voit au travers de l'évolution de l'univers qu'il y a quelque chose, c'est comme si un peu l'univers voulait prendre conscience de lui-même un peu. C'est une idée assez répandue, c'est pas moi qui l'ai inventée. Mais j'aime bien cette idée. Et ça va bien avec la matrice mathématique de l'univers et avec le Tao. Donc, l'homme, il fait partie entière de l'univers. Et là, il y a quelque chose de nouveau pour nous. C'est que non seulement on fait partie de l'univers, mais comme on a une autoconscience, eh bien, quelque part, on peut faire des choses pour, je le dis, pour être en phase avec cette matrice. C'est-à-dire, on n'est plus un peu passif et comme un animal qui subit l'évolution. On peut chacun, moi j'en suis persuadé, chacun peut écrire la matrice de l'univers. Bon, on en reparlera tout à l'heure pour la conclusion. Ça, moi, je suis persuadé, je le vérifie. Bon, des fois, ça ne marche pas aussi, il ne faut pas non plus exagérer, mais on peut. Alors, je reviens sur le sujet, donc, vous avez bien compris, l'être humain, il fait partie de l'univers entière, et comment ça marche? L'origine des lois de l'énergétique, d'abord, c'est l'observation du cosmos. Parce qu'il ne faut pas oublier que les taoïstes, ils ont inventé tout un système qui tient debout par l'analogie et l'observation. Mais ils ont gardé le système. Ils n'ont pas à décortiquer petit bout par petit bout. Ils ont gardé la globalité. Et quand on connaît, et quand on pense de la manière de l'énergétique, eh bien, tout se cale formidablement bien. Là où on a des difficultés, c'est quand on essaye de mettre trop d'Occident dans trop de rationalité, trop de catégories. La différence entre l'esprit chinois, ancien, taoïste, et puis parce qu'aujourd'hui, il y a les Chinois aussi,
suivent les études comme nous, ils ont suivi un peu le cursus occidental, donc ils conservent, parce que ça fait partie de la culture, mais il faudrait qu'ils fassent attention de ne pas perdre ce trésor qui est issu de leur culture, c'est de pouvoir cultiver le paradoxe, hein, et de ne pas faire des oppositions. Parce que les oppositions, justement, c'est pas... si on est opposé, on ne peut pas transformer l'un en l'autre. Hein, on dit le yin et le yang qui sont opposés. Pas dans la culture chinoise. On peut avoir pour ceux qui pratiquent les arts énergétiques comme l'alchimie, par exemple, l'alchimie interne, on sait très bien, par exemple, qu'on peut percevoir dans son corps des sensations qui sont paradoxales. On peut très bien se sentir lourd et léger. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre, hein, mais c'est possible. C'est possible. Hein, c'est possible. Donc l'observation du cosmos. On observe le cosmos, et à partir du cosmos, on déduit la base des lois énergétiques, c'est le tai chi. Hein. Le tai chi, c'est ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a du yin, on a du yang. Donc traditionnellement, la partie blanche, c'est yang, et la partie noire, c'est yin. Et il faut imaginer cet objet, il n'est pas fixe. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qui tourne sur lui-même. Et parce que la vie, c'est le mouvement. S'il y a arrêt, c'est la mort. Si on ne bouge plus, on meurt. Le sang ne circule plus, le chi ne circule plus. Les gens qui sont, par exemple, qui ont des gros handicaps de paralysie sur l'ensemble du corps, si vous ne les massez pas, il faut sans arrêt les masser, il faut les retourner, il faut les bouger, parce que sinon, le corps, excusez-moi l'expression, mais il pourrit. C'est-à-dire que le sang ne circule plus. Hein, le sang ne circule plus. Donc la vie, le mouvement, c'est la vie. Donc ce tai chi là, il tourne, il est en mouvement. Il y a du yang, il y a du yin. Et vous voyez ici cette représentation là, il y a un peu de yin dans le yang, là, il y a un point noir dans la virgule blanche. Ça aussi, ça veut dire que c'est du yang qui peut devenir yin. C'est que les choses ne sont pas figées. Et il n'y a rien, c'est l'impermanence. Rien n'est permanent. Tout est en transformation. Tout est en mouvement et tout est en transformation de l'un en l'autre. Et la première chose qu'on fait quand on observe le cosmos qui nous entoure, les lois de la nature qui nous entourent, c'est que le matin, le soleil se lève et le soir, il se couche. Alors, il y a le jour et il y a la nuit. Le jour, c'est yang, et la nuit, c'est yin. Ça aurait pu être l'inverse, hein. Tout ça c'est une question de sémantique. Par contre, on compare toujours le yin et le yang, c'est une comparaison, hein, entre deux choses. Il n'y a pas de pur yin et de pur yang. Ça commence déjà à être une entorse, une entorse au mode de réflexion occidentale, c'est on aime bien faire des catégories. On dit par exemple, si on dit l'eau, c'est yin, on aime bien que ça soit tout le temps yin, parce qu'on est occidental. Mais les Chinois, en tout cas les Chinois anciens, ils s'en foutent complètement. Un coup l'eau c'est yin et un coup c'est yang. Hein, et ça perturbe pour l'esprit occidental. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours une comparaison. Par exemple, l'eau, elle est yin, bien sûr, si on regarde la vapeur. La vapeur, c'est chaud, c'est volatile, c'est subtil, c'est yang. Par rapport à l'eau, qui est mouillée. Elle est fluide, mais elle est plus palpable, hein, plus condensée. Hein. Mais si, donc l'eau, on a bien, sur cet exemple, on a bien compris que c'est yin. Hein. Et après, moi, si je suis conférencier, après je dis, alors, maintenant, on va regarder cet exemple, et vous voyez, l'eau est yang. Et dans cet exemple, c'est quoi? Eh bien, si on compare l'eau liquide à la glace, ce coup-ci, l'eau, elle est plus yin, elle est yang. D'accord? Est-ce qu'il faut garder cet exemple en tête? Parce que, pour se souvenir que quand on parle de yin et de yang, c'est toujours en comparaison. Et c'est jamais tout seul, c'est jamais pur. Hein?
quand on dit la femme est yin, on pense globalement. Mais si on compare deux femmes, peut-être on va dire ah mais si elle est plus yang, alors on va dire celle-ci est yang, celle-ci est yin. Ah ben non, c'est pas possible. Les femmes c'est pas yang, c'est yin. Ben si, c'est possible. C'est toujours si on compare. Hein, c'est une question de comparaison. Alors là, j'ai mis quelques exemples. Justement, on observe. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une alternance immédiate. C'est pour ça que j'ai pris ces exemples-là, parce que si on commence par prendre des exemples beaucoup plus larges, presque intemporels, c'est difficile. Mais si on regarde des exemples très simples comme ça, le jour et la nuit, on sait bien que quand il fait nuit, le lendemain, il va faire jour. Je suis malin, hein. Quand on inspire, normalement, on sait que derrière, on va expirer. Et quand on expire, on sait qu'on va inspirer. Donc, on a bien une alternance et on a bien une transformation de l'un à l'autre, hein, de l'inspire vers l'expire. Le travail et le repos, hein, quand on travaille, on se repose. C'est un travail en s'amusant ou pas. Hein. On peut s'amuser en travaillant. Et puis, j'ai pris des exemples où on commence à être un peu plus sur le soleil et la lune. Là, on commence à être sur des astres, hein, ça commence à être un peu plus loin de nous. Et puis les saisons, hein, l'été et l'hiver, là ça dure plus longtemps, c'est plus long dans l'espace. Et puis on pourrait prendre aussi des exemples, par exemple en France, par exemple sur l'alternance politique. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes personnes, parce que le temps passe, hein, ils ne sont pas immortels, mais il y a des alternances de gauche, de droite, des mouvements qui viennent, qui s'en vont, et on sait comment ça se passe. Hein, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je ne vais pas lancer de polémique. Mais bon, il y a toujours une alternance. Dans la vie, quoi qu'on regarde, il y a toujours une alternance avec une transcendance, une transformation. Que ce soit sur le plan matériel, sur le plan psychique ou sur le plan spirituel, ou même, comme je l'ai dit là, sur le plan social, sur le plan culturel. Ça va? Bon, vous me dites, hein, s'il y a quelque chose qui... surtout si vous bloquez sur un truc, vous me le dites. Hein, oui. Est-ce qu'on peut poser des questions maintenant ou est-ce qu'on les pose à la fin? C'est mieux de poser des questions plutôt... À chaque fois, je ferai une petite pause, parce que sinon, je vais perdre le fil. Mais... Bon, alors je pose ma question. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le féminin serait plutôt yin et le masculin plutôt yang? Alors, le féminin... Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Mais, par exemple, si on revient sur des choses basiques qui sont d'observation de la vie, par exemple, le féminin, c'est tout ce qui rattache à la terre-mère, et c'est aussi, le féminin, c'est la gestation, hein, c'est la capacité à enfanter. Et l'enfantement, c'est quoi? C'est pendant 9 mois. Là, pour moi, c'est le pouvoir féminin par excellence. Pendant 9 mois, on va nourrir patiemment, hein, tranquillement, à travers les nutriments, le sang pour ce qui est de l'Occident, même pour la vision orientale. Hein, on va faire dans le temps, on va construire quelque chose avec patience, hein, petit à petit, par nourrissement. J'aime bien ce terme de nourrissement parce que c'est un peu, c'est pas quelque chose qui est très franc, et c'est fait. Hein, on ne connaît pas ça. On dit on fait un enfant, aujourd'hui il n'y a rien, demain matin, pouf, il y a quelque chose, c'est pas possible. Ça se construit dans le temps, c'est très long. Et ça, c'est le pouvoir féminin. C'est le pouvoir maternel. Oui, c'est un pouvoir féminin. C'est pas une confusion entre le féminin et le maternel. J'entends pas. Je disais ça, c'est la fonction maternelle, c'est pas la fonction féminine. Non, c'est un exemple que je donne. Hein, c'est un exemple. Mais c'est un exemple, je vais te dire, Monique, pourquoi c'est important cet exemple. Pourquoi c'est important? Si on regarde, je vais aller très vite, hein, mais si on regarde un fœtus pendant les premières semaines, les organes sont identiques. Même les organes sexuels sont identiques. Ils commencent à se différencier comment? Eh bien,
c'est la main cellulaire pour l'homme, il va sortir vers l'extérieur, et pour la femme, il va rentrer à l'intérieur. Donc là déjà, si on pense à la matrice mathématique de l'univers, il y a quelque chose qui s'écrit là, sur le plan physique, psychique et spirituel. Tu vois? Parce que là, on oriente de façon différente. Le pouvoir féminin, c'est le nourrissement, c'est l'intériorité, c'est le nourrissement, parce que déjà, dès le départ, on a cette capacité. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, moi je ne vais pas revenir dessus, mais sur le tai chi, je vais revenir dessus, sur le tai chi, il y a, dans le yin, si on regarde le yin, pour le pouvoir féminin, il y a aussi du masculin. Et les choses ne sont pas aussi tranchées qu'on voudrait nous faire croire. Ça dépend de quoi on parle. Eh bien, c'est sûr, un pouvoir, le pouvoir physique d'engendrer, je ne peux pas. Mais le pouvoir psychique de nourrir un projet dans le temps lentement, de le construire avec douceur et puissance, ça, voilà, ça c'est le pouvoir féminin pour un homme, pour moi. D'accord? Ça t'éclaire? Merci. Donc je poursuis. Je poursuis. La complexification du tai chi. Ah, là, on continue toujours à observer l'univers, sauf que le tai chi, c'est quelque chose, mais ça ne suffit pas. Le tai chi, ça ne suffit pas. C'est un peu comme l'univers qui se complexifie. Et il y a au départ le yin, le yang, la transformation. Mais pour l'être humain, l'observation de l'être humain, l'observation du cosmos, il y a quelque chose en plus. Si on regarde, on peut, en observant, découvrir des choses un peu plus complexes. Et c'est là le propos suivant. C'est-à-dire, si on regarde encore le soleil qui se lève le matin et le soleil qui se couche le soir, c'est quand même ce qu'il y a de plus proche qu'on peut observer à l'œil nu facilement, et qui est très proche de nous, c'est la Lune et le Soleil. Il y a d'autres planètes, mais restons sur quelque chose de plus simple. Si on regarde ça, alors voilà, la Terre, ça représente pour quelqu'un même les nomades qui voyageaient en regardant le ciel, la Terre, c'est quand même là qu'on tient debout dessus, la Terre, c'est le centre. C'est à partir de là qu'on va dire, je vais au nord par là, au sud par là, à l'est par là et à l'ouest par là. C'est à partir de là où je me trouve, c'est là où je suis debout, là au centre, c'est sur la Terre. Parce que moi, pour l'instant, je ne l'évite pas encore. Je ne suis pas immortel, vous avez entendu, je ne l'évite pas. Mais j'ai un peu de pouvoir féminin quand même. Ça, c'est merveilleux. Alors, quand on regarde, quand on est sur la Terre, on voit le soleil qui se lève. D'accord? Bon. Il se lève, c'est pas pareil que quand il se couche. Quand il se lève, c'est la journée qui commence. Et le soleil, au fur et à mesure qu'il va se lever, il ne va pas seulement monter en l'air, il va devenir de plus en plus chaud, de plus en plus lumineux. Jusqu'à ce qu'il atteigne, jusqu'à ce qu'il atteigne son zénith, le soleil, et on dit, en principe, quand on veut bien profiter du soleil, il faut se mettre plutôt au sud, parce qu'au nord, il y en a moins. Si on met un mur, il vaut mieux être du côté du sud que du côté du nord, parce que du sud, il fait plus chaud. Si on regarde le soleil qui se couche, pour l'instant, il se couche toujours à l'ouest, pour l'hémisphère nord, pour l'hémisphère sud aussi. Oui, quand même. Il se couche à l'ouest, et là, c'est le contraire. Quand il part du zénith et qu'il commence à descendre, la température, elle diminue aussi. Et puis, alors quand il est couché, on ne le voit plus du tout, mais aussi quand on est face au nord, on ne voit pas grand-chose du soleil. D'accord? Donc on n'est pas très réchauffé. Donc là, on voit déjà
Alors c'est pas seulement, si on regarde là, on voit, il est en haut, oui, là, il est couché, oui, mais aussi là, c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand il est couché, hein, c'est pas pareil que quand il est plus là, c'est pas pareil que quand il est au zénith, c'est un peu différent quand même. Hein. On le voit, mais il ne chauffe pas comme quand il est au zénith. Et après, on le voit et il devient de plus en plus chaud. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc du coup, ça fait définir un peu des lois différentes, des modifications différentes par rapport... On est toujours dans le yin-yang, hein, mais on est plus précis. On est plus précis, on dit, si on est au centre, le soleil, quand il se lève, c'est un peu comme une force d'expansion. D'accord ? Quand il se lève à l'est, quand il est au début de son apparition. Alors il monte, certes, mais il s'expanse en température. Plus ça va, plus il s'expanse, plus il s'expanse. Donc on dit, c'est comme si l'énergie qui était à l'intérieur, elle devenait de plus en plus lumineuse et de plus en plus chaude. D'accord ? Donc c'est comme si elle s'expansait, comme si elle sortait du soleil. Il faut se mettre ça dans l'esprit, parce qu'il faut se mettre comme un Chinois qui regarde et qui n'a pas eu toute la culture qu'on a eue sur les planètes, etc. Hein. Lui, il ne sait pas que dessus il y a des gaz à des millions de degrés de température. Il ne sait pas ça. Hein. Il ne sait pas que c'est parce que il y a des réflexions sur la surface de la Terre, etc. Lui, il regarde et il dit, voilà, de toute façon, avec explication ou pas, au niveau du cœur humain, ça ne change pas. Son explication de penser que l'énergie, elle sort du cœur du soleil, qu'elle s'expanse, qu'elle devient de plus en plus lumineuse, l'effet sur lui ne change pas qu'on ait fait des études sur le soleil ou pas. Hein. Ça, c'est un fait. Il est de plus en plus chaud. D'accord ? Donc, on est dans l'analogie et ça fonctionne. Hein. Mais c'est pas parce que c'est différent, de façon différente, que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Donc là, on a la phase d'expansion. Quand le soleil est en haut, c'est comme s'il était au maximum de sa hauteur. Donc, on dit, voilà, il y a une énergie qui monte. Il n'y a pas seulement une énergie qui s'expanse, il y a une énergie qui monte. Une fois qu'il est tout en haut, qu'il commence à redescendre, bon, ça c'est l'énergie qui monte et qui descend, mais quand il commence à redescendre, c'est comme si toute son énergie, toute sa lumière est rentrée à l'intérieur du soleil. On ne peut pas regarder le soleil à midi, hein. Ça pique les yeux. Hein. Par contre, le soir, on peut, et sans se blesser. On ne se blesse pas le soir. Bon, maintenant, avec tous les problèmes de couche d'ozone et tout, je ne sais pas, peut-être il faut faire attention quand même, hein, mais il y a quelques années, on pouvait. Et puis, donc, la force qui descend. Et on a toujours le centre. Donc, à partir de là, on définit un peu, en quelque sorte, dans l'univers, il y a des choses qui s'expansent, il y a des choses qui montent, il y a des choses qui se condensent, et il y a des choses qui descendent. Et il y a aussi des choses qui sont stables, la Terre. Pour l'instant, elle n'est pas tombée. Donc, on va regarder dans la nature des éléments de la nature, et on va dire, voilà, le feu monte. Si vous mettez le feu à quelque chose, il va monter. Bien sûr, il va descendre, mais il ne descend pas vite. Hein. Il monte beaucoup plus vite qu'il descend. L'eau, l'eau, ça descend. L'autre jour, j'ai encore surpris l'eau en train de descendre. Il y a une goutte qui est tombée sur un... Comment ? Il y a une goutte qui est tombée. Déjà, elle tombait, elle descendait, mais elle est tombée sur un morceau de bois, et vous savez, sur les fibres verticales. Et en une ou deux secondes, elle était aspirée. En fait, elle n'a pas été aspirée, c'est son pouvoir d'infiltration, le pouvoir de l'eau. L'eau, son pouvoir, c'est de descendre et de s'infiltrer partout. C'est aussi d'épouser les formes.
Vous mettez de l'eau dans un bol, hein, vous le transvasez dans un récipient carré, hein, pouf, à un moment où vous l'avez fait, clac, ça y est, l'eau elle a la forme carrée, elle est plus ronde. Hein. Une extrême flexibilité, mais ça c'est du fait qu'elle tombe, elle descend. Elle s'arrête de tomber quand elle est piégée, hein, sinon elle tombe. Le bois c'était... Alors le bois, si on pense au bambou, mais même sans... le bambou c'est quelque chose, hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà mis des bambous dans leur jardin. Vous êtes contents, c'est magnifique, mais après c'est un combat pour des années. Hein. Parce que lui, le bambou, il pense qu'un truc, c'est s'expanser partout. Alors il y a des rhizomes qui courent partout. Si vous avez de la chance, vous n'avez pas pris un bambou traçant. Si vous n'avez pas de chance, vous avez pris une variété traçante. C'est super. S'il ne passe pas, vous mettez des barrières, mais il passe par-dessus. Hein. Et donc, s'il y a une patte qui passe par-dessus, l'année d'après, vous le retrouvez, il pousse à 10 mètres. Hein, c'est incroyable. Hein. Mais même si on ne voit pas le bambou, si on voit les arbres, hein. Un arbre, les racines qui s'expansent vers le bas, pas seulement vers le bas, s'expansent sur le côté aussi. Hein. Et les branches, c'est pareil, ça monte et ça s'expanse sur le côté. Hein. Donc, le bois, c'est vraiment très significatif de cette capacité à se mouvoir. Hein. Le bois, presque, si on pouvait observer, enfin, si on pouvait se mettre dans la peau de quelqu'un qui essaie de trouver les qualités, ben, c'est que le bois, il bouge. Le bois, il bouge avec le vent, il bouge tout seul. Hein, il rentre ses racines partout, là, dans les pierres, dans les murs. Il casse tout, là aussi. Hein. Voilà, donc on a nos 5 éléments, hein, avec la Terre au centre. Alors la Terre qui a un double sens quand même. Il faut bien se mettre en tête que la Terre, le centre, a un double sens. Le premier sens, c'est la stabilité, hein, c'est le centre. Mais le deuxième sens aussi, je ne sais pas si vous regardez, mais par exemple, quelque chose qui est monté là-haut, si ça redescend, ça passe par le centre. D'accord? Donc, le Soleil, quand il est au zénith, avant de revenir au zénith, il va s'enfoncer dans la Terre, ici, vous voyez, au niveau de l'ouest, hein, si on prend le schéma précédent. Voilà. Au niveau de l'ouest, le Soleil, il va descendre dans la Terre. C'est que quand on regarde à l'horizon, maintenant, on sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais si on regarde par analogie, il disparaît. Le Soleil, il retourne à la Terre. D'un côté, et il ressort par l'autre côté. Hein? Donc, il se passe quelque chose dans la Terre. Il se passe quelque chose. Ça se transforme. Là, un coup, on a un Soleil qui est en train de s'éteindre, il tombe dans la Terre, et le lendemain, il sort de l'autre côté, un bloc. D'accord? Donc, dans la Terre, il y a cette notion de transformation. Quand on enfouit quelque chose dans la Terre, ça se transforme. D'accord? Si les feuilles qui sont sur la Terre, si on enfouit les feuilles, elles pourrissent encore plus vite. Il y a cette notion de transformation. Et c'est la Terre quand même qui nourrit. C'est quand même là que ça pousse, les pousses de bambou, c'est là que ça pousse. Hein? D'accord? Le maïs aussi. Hein? Donc la Terre, c'est un double sens, c'est une notion de transformation, de nourrissement, et puis aussi une notion de stabilité. Alors, ensuite, bon, là, il faut faire une petite pause. Oui. Ça peut parler du métal. Oh. Le métal. Le métal, c'est l'automne, la condensation. Hein, si on regarde, on peut imaginer. Alors, pour les Chinois, le métal et le minéral. C'est pas seulement le métal, c'est le minéral. Hein, c'est le cristal, par exemple. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, avec les microscopes électroniques, quand on regarde la structure moléculaire du métal et du cristal, ils sont bien structurés, bien rangés. Et c'est une des qualités du métal, c'est la structure. Moi, je suis métal. J'ai des beaux tableaux comme ça, tac. Là, c'est
mon élément principal, c'est le plus présent en moi, c'est le métal. Il y en a d'autres. Ils sont tous présents. Mais le métal est un peu plus présent que les autres. Voilà, donc c'est extraordinaire de voir un peu les similitudes qu'on peut voir. Hein. Voilà. Alors, l'origine des lois de l'énergétique des 5 éléments appliqués à l'homme. Ben oui, parce qu'on regarde le cosmos et on a vu au départ que l'homme fait partie du cosmos, il n'est pas séparé. Mais alors, comment on retrouve ces éléments et comment ils s'agencent, comment ils s'organisent dans le corps humain? Alors là, je fais exprès une pause, parce que là, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que il y a des théories là-dessus, mais bon, quand on regarde, moi je n'ai pas lu les textes, hein, mais je fais référence par exemple à Masunaga. Masunaga, qui était une figure de proue du Shiatsu, il est décédé maintenant, récemment, enfin il y a quelques années, c'est pas très vieux. Masunaga, il l'explique bien dans un de ses livres, qui s'appelle Le Shiatsu et la médecine orientale, il explique bien dedans l'origine de l'acupuncture et l'origine de tous les arts énergétiques. On ne peut pas imaginer de comprendre l'être humain au niveau de l'énergétique en disant comme ça, je vais prendre un tableau blanc et je vais inventer l'énergétique. Je vais dire là, il y aura le méridien du poumon, là, sur le bras, ici, là, méridien du poumon, j'invente, hein. Et puis tomber juste, c'est pas possible. Hein. Ou alors, l'énergétique, c'est un truc, on dit que c'est comme ça marche pas du tout, parce que c'est totalement inventé mentalement, ça peut pas marcher, ça marche pas, puis tout ça, c'est du fumisterie. Or, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça peut pas s'être fait comme ça. Ça peut s'être fait uniquement par l'observation de l'homme au milieu du cosmos, mais l'observation pas... Oui, bien sûr, regarder avec l'œil, hein, mais aussi par le contact physique, par le toucher, par la perception. Ça, c'est important à comprendre. C'est important à comprendre que pour savoir ce qui se passe au niveau de l'énergétique, il faut percevoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas dire comme ça, un méridien, je vais dire qu'il y a un point là, parce que quand j'ai appuyé là, une fois, ça fait ça. Non. Et je ne sais pas s'il y a des praticiens de massage, hein. Les méridiens, quand on les touche, c'est pas la même chose que quand on les pique. C'est pas le même travail. Et moi, je peux vous dire, je suis praticien en Shiatsu, c'est que quand on touche un méridien, il existe. Il pulse. Les personnes le sentent. Quand on est d'un côté, ça fait un effet de l'autre côté aussi. Et pourtant, on ne l'a pas touché. D'accord? Il y a une réalité. Il y a une réalité existentielle, une réalité corporelle. Hein? Donc, c'est comme ça qu'ont été dessinés les méridiens. Et c'est comme ça aussi qu'a été compris l'énergétique. Pourquoi on dit, par exemple, que au feu, on associe, au feu et à l'été, hein, on associe, par exemple, le cœur. Mais parce que quand c'est l'été, l'organe qui est le plus en difficulté, c'est le cœur, parce que c'est lui qui est le plus sollicité. Et donc, ce n'est pas une invention du mental, c'est l'observation de l'être humain au sein du cosmos, au milieu des saisons. D'accord? C'est pas, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que ce que je suis en train de vous dire là, moi, on ne m'a jamais dit. Hein? On m'a toujours dit, ouais, c'est quelqu'un, il courait comme ça, il avait mal à la tête, il s'est buté la VB là, ça fait du bien à la tête la VB. Hein? Il s'est buté la VB dans le coin du rocher là, ah, il a découvert le point. Ah, c'est ce point-là qui soit mal de tête. Hein? Je fais ça en rigolant, mais c'est ce qu'on m'a expliqué moi. Hein? Bon, il y a longtemps quand même, hein, mais c'est ce qu'on m'expliquait. Hein, il y en a qui croient ça. Hein, on a trouvé les points parce que, comme ça, c'est pas vrai. Vous touchez un méridien, c'est toujours les mêmes points qui reviennent, c'est toujours les mêmes points qui sont en difficulté. Alors moi je fais Shiatsu, mais Shiatsu, Tuina c'est chinois, Shiatsu c'est japonais.
Tuina, c'est pareil. Tuina, vous touchez les méridiens. C'est marqué dans un livre, je ne sais plus, j'ai pas eu le temps de retrouver parce qu'il est épais et je n'avais pas noté. Je crois que c'est dans le Souen qu'on trouve ça, c'est qu'au centre, les Chinois décrivent souvent le centre, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et pour déterminer quels sont les arts énergétiques, l'origine, enfin la classification des arts énergétiques, le massage il est au centre, parce que c'est lui qui a permis de trouver les différentes lois et de vérifier les différentes lois. Avec le massage, on le vérifie tout de suite. Bien sûr, l'acupuncture, c'est puissant, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein, l'acupuncture, c'est aussi puissant, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Je parle, moi, pour découvrir et poser les lois. Donc là, vous voyez, perception, c'est une règle de base hein, pour établir des lois énergétiques, il faut percevoir, mais aussi il faut pouvoir modifier pour dire, bon, alors c'est le cœur qui est, bon, j'observe, je perçois, c'est le cœur qui est en difficulté, c'est le méridien qui est le plus faible, ben, je modifie, c'est-à-dire je vais le rendre plus fort par le massage, par les pressions. Le massage s'interdit. Par les pressions et relâchements. Un massage, ça va plus vite à dire que pression et relâchement. Mais ce n'est pas un massage au sens médical. Hein. C'est pression, relâchement sur le méridien. Donc pression, relâchement sur le méridien, et hop, je vais retourner voir. C'est très classique, très humain, retourner voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, ça va mieux. Il est plus pimpant. Hein. Donc, l'observation, perception, modification, au travers des massages énergétiques, on harmonise et on conduit l'énergie dans le corps, et à partir de là, on peut établir, voilà, on peut établir des lois énergétiques, parce qu'on voit, par exemple, quels sont les organes qui sont les plus importants, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs fonctions physiologiques, où sont les méridiens, et qu'est-ce que ça fait quand on touche un méridien, qu'est-ce que ça fait à l'organe, et puis aussi le principe des saisons, par exemple. On sait qu'en hiver, c'est les reins qui sont plus sollicités, etc. Hein, et le principe de résonance. Alors là, on commence à le voir apparaître, celui-là, parce qu'il est très important, la résonance. Comme on a dit que l'être humain n'était pas coupé du monde qui l'entoure, ça veut dire que naturellement, quel que soit ce qui se passe autour de nous, ça a une influence sur notre état énergétique, donc sur notre vitalité, sur notre psychisme, sur notre spiritualité. Plus ou moins. Ça dépend des gens, ça dépend de son histoire. Puis ça dépend aussi de son plan vital. Hein. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui a un plan vital, ça va. Hein. Et puis quelqu'un qui est comme ça, vous voyez, on sent que ça ne va pas être pareil. Hein. S'il leur arrive la même chose, ça ne va sûrement pas faire pareil. Hein. D'accord? C'est ce que je veux dire. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très complexe, on ne peut pas faire une règle. Hein. Alors, donc du coup, on se retrouve avec nos 5 éléments. Et on s'aperçoit que on s'aperçoit qu'au niveau énergétique, entre chaque saison, c'est comme si l'énergie retournait au centre. Je vous ai dit tout à l'heure, le centre, voilà. Le centre, c'est important. C'est que de là, tout démarre. C'est là où on voit le soleil qui se lève, c'est là où on voit qu'il se couche. C'est là qu'il est au plus fort. C'est à partir du centre qu'on perçoit que c'est au plus fort ou qu'il n'y en a plus. Le centre, c'est vraiment important. Et on s'aperçoit, par l'observation de l'être humain face au cosmos, qu'il y a une résonance, qu'il y a une répercussion sur l'organisme, et que l'énergie dans le corps, elle va plus particulièrement retourner, à chaque intersaison, elle va retourner au niveau de la rate. On voit parce que quand on regarde, en fonction des périodes, on voit, la rate, elle est très sollicitée, hein, au niveau de l'énergie. Comment on fait? On regarde le méridien. Le méridien, c'est un peu un reflet. Ce n'est pas l'organe, mais c'est comme un reflet. C'est le miroir de l'organe. Hein, ce n'est pas l'organe, hein, mais c'est le reflet. C'est-à-dire qu'il reflète un peu ce qui se passe à l'intérieur de l'organe. Ça va? Vous me suivez? Ouais? Super. Bon. Donc, on a classé rate, estomac. Ils sont liés, ils sont sollicités à l'intersaison. Et aussi,
on s'aperçoit que les muscles, la forme des muscles, la tonicité des muscles, elle est liée à la qualité d'énergie de la rate. D'accord? À la qualité d'énergie de la rate. Et puis aussi que si on regarde, j'ai mis la bouche, mais si on regarde les lèvres, bas, on voit aussi la qualité d'énergie de la rate. Et la bouche, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Alors en France, on dit souvent le sens, c'est les sens. Les sens, l'audition, l'audition, la vue, etc., le goût, la perception. En fait, pour les Chinois, c'est pas tout à fait ça. Pour les Chinois, ils parlent d'une ouverture. C'est-à-dire que toutes les choses que je vais manger, que je vais porter à ma bouche, vont avoir une influence et une résonance sur la qualité d'énergie de ma rate. Attention, en énergétique chinoise, il ne faut pas confondre la rate en énergétique chinoise et la rate en médecine occidentale. Quand on dit que l'énergie de la rate est faible, ça ne veut pas dire que l'organe il est à l'article. Ça ne veut pas dire ça du tout. Parce qu'il est faible maintenant, et si je fais quelque chose, peut-être même dans 1 heure, ou même aussitôt, et il va retrouver son énergie. Il ne faut pas confondre. C'est important de ne pas confondre les deux. Alors je ne vais pas parler des fonctions physiologiques, parce que sinon ça nous amènerait tard. Mais il y a des fonctions au niveau physiologique. Par exemple, je vais donner juste pour la rate. Par exemple, la rate, c'est elle qui maintient tous les organes en place. C'est une de ses fonctions. C'est elle qui extrait l'énergie des aliments. Et c'est pour ça qu'on la trouve au centre aussi. Dans la cosmogonie taoïste, on la trouve au centre parce que, et c'est pour ça que l'énergie revient au centre, elle vient se ressourcer, parce que la rate, c'est le centre, c'est on appelle ça le chi postérieur, c'est-à-dire le chi, c'est la rate qui fournit le chi après la naissance. Elle extrait des aliments. Et elle fournit l'énergie à tous les organes, elle fournit l'énergie à tout l'organisme. C'est vraiment important, la rate. Voilà un beau pouvoir féminin. À chaque fois, je me trompe de flèche. Alors après, je suis venu au bois parce que je vais suivre maintenant un peu le cycle du soleil. On n'est pas encore là dans le cycle de la loi énergétique, on verra après. Pour l'instant, on regarde un peu par observation qu'est-ce qu'on trouve dans chaque élément et dans chaque organe. Donc le bois, dans le bois tout à l'heure on a vu, c'est toujours l'expansion. Donc, c'est céleste, ça représente la saison de printemps, forcément. Au printemps, qu'est-ce qui se passe? Ça bourgeonne, ça sort, ça drageonne, ça bourgeonne, ça y va. Et on trouve là, par observation, que le foie, il est très sollicité au printemps. Et quand on pense à l'énergétique chinoise aussi, le foie, par exemple, au niveau de l'esprit, le foie, c'est celui qui fait des projets. Si vous avez un foie qui est bien harmonisé, bonne énergie, qui n'est pas raplapla, qui n'est pas non plus prêt à exploser, qui est bien, eh ben, vous faites des projets. Vous arrivez à vous projeter dans le futur. Si vous êtes c'est simple, si vous ne pouvez pas faire vos projets parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de faire votre projet, et vous allez avoir un foie, un méridien du foie par exemple, qui va être au taquet, il va être dur. Si vous touchez dessus, il va faire mal. Pourquoi? Parce que vous avez envie, mais vous ne pouvez pas. Jusqu'à un moment de rupture, où tout d'un coup, bam, le foie il va partir partout, et là vous regardez, il est totalement vide. Il est totalement vide. Donc voilà, c'est perturbation. Donc je reviens, le foie, c'est comme le printemps, fait des projets, ça s'expanse. C'est beau le printemps. Toutes les saisons sont belles. Foie, vésicule biliaire, donc les tendons, alors c'est eux
c'est eux qui vont faire que les tendons sont en forme ou pas. Hein. Si j'explique tout ça, c'est vraiment important pour la santé. C'est beaucoup plus grand que ça, mais j'essaie d'aller à l'essentiel. Et puis l'ouverture, ce qui va influencer l'équilibre et l'énergie du foie, c'est les yeux. Hein. La vue. La vue plus exactement. On revient sur le feu. Donc la saison, évidemment, quand le soleil il est plus chaud, c'est en été. Hein. Bon, c'est de l'observation, c'est très simple. Et là, on va trouver donc, au niveau des organes, le cœur et l'intestin grêle. Alors j'ai mis en dessous maître cœur, triple réchauffeur. Bon, ça c'est pour les puristes. Hein. Donc je vais pas vous parler de ça parce que ça c'est... Là on rentre dans l'énergétique vraiment pure parce que ce sont des organes qui n'existent pas. Ce sont des fonctions plutôt physiologiques. Donc, bon, je vous ai mis là. Vous pouvez le noter, mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce que là, il y a de quoi faire une conférence de 5 ou 6 heures pour chacun. Moi, si vous voulez finir à midi demain. Bon, retenez simplement que c'est là. Donc, le cœur-intestin, toujours avec cette même observation. Et puis là, pourquoi j'ai mis 100 ? J'ai peut-être été trop vite, c'est plutôt... c'est les vaisseaux sanguins, c'est même pas, c'est le teint, le sang, le teint aussi. On voit la qualité de l'énergie du cœur et de l'intestin grêle au niveau du teint. Hein. Quelqu'un qui est très blanc, on dit c'est vide de sang, il manque du sang. Il manque. Celui qui gère le sang, c'est celui qui fabrique le sang dans le corps, c'est le cœur. Ça va pour les Occidentaux. Ben bon, on sait bien que ce n'est pas le cœur qui fabrique, mais bon, le sang c'est lié au cœur. Bon, ça se tient quand même. Là, si vous voulez, si vous pouvez m'interrompre quand même un peu, parce que parfois c'est peut-être un peu compliqué. Hein. Souvenez-vous que c'est l'observation. Ce n'est pas inventé comme ça. C'est l'observation. Et puis, c'est la langue. La langue, c'est l'ouverture du cœur. Hein. Ce que l'on dit influence la qualité de notre énergie du cœur. Hein, si on est un petit peu arrogant, il se peut qu'après on ne se sente pas très bien. On a l'esprit un peu perturbé. Il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche, comme on dit en France, en Occident. Alors, ensuite, on trouve le métal, donc là c'est la force de condensation. Hein. Le métal avec l'automne, parce qu'en automne c'est là où la sève commence à rentrer dans les arbres. Hein. Vous voyez, c'est très analogique. Et puis on trouve au niveau de savoir poumon, gros intestin, savoir si les organes sont en bonne santé, parce que la peau c'est surtout les poumons. Il y a toujours un organe qui est plus important, c'est le premier que je cite, c'est on va dire c'est celui qui a les fonctions physiologiques les plus importantes. C'est celui toujours qui est plus important que les autres, en général. Donc poumon, gros intestin, c'est à travers la peau. C'est la peau qui dit si le poumon va bien ou pas. Le poil aussi, on dit, les cheveux. Qui n'a plus de cheveux, c'est rare. Mais si les cheveux ils sont tout secs, si le poil n'est pas soyeux, brillant, là c'est poumon. Hein, c'est poumon. Et l'ouverture, c'est le nez. Hein, c'est le nez. Le nez, c'est l'ouverture, c'est l'odorat. Elle a un impact puissant sur le poumon et les fonctions psychiques aussi des organes, les fonctions psychiques. Ensuite, on va clôturer les cinq éléments avec l'eau. Bon, le nord, l'hiver, avec l'énergie qui descend, elle est cachée, l'énergie, on ne la voit plus. Hein.
Quand elle descend, c'est l'automne, mais une fois qu'elle est descendue, qu'elle est cachée, qu'elle est dans la terre, on ne sait pas où elle est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait un peu froid, c'est un peu humide en hiver. Et là, ce sont les reins et la vessie. Donc, bon, aussi dans les fonctions physiologiques en énergétique, on sait très bien celui qui gère les liquides. Bon, il y a poumon aussi, mais c'est quand même rein. En tout cas, tous ceux qui gèrent les liquides dans le bas du corps, c'est rein. À quoi on voit la qualité de l'énergie de l'organe, alors pour les reins, ce sont les os, les dents, on voit, et je vous ai dit les cheveux aussi, je vais me regrouper, ça sera cohérent. Les cheveux aussi, il n'y a plus de cheveux, c'est embêtant. Ça ne veut pas dire que quand on n'a plus de cheveux, on n'a pas d'énergie des reins. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'en a plus. On a perdu. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle les choses héréditaires. Moi, mon père, il était chauve à 20 ans. Ce que vous ne voyez pas bien, c'est que quand j'ai un spot au-dessus de la tête, on voit quand même. Vous allez voir que, voilà, bon, il y a l'hérédité. Mais l'hérédité, c'est en partie très lié au rein, aussi. L'hérédité. Les oreilles, donc tout ce qu'on entend, blesse le rein. Le blesse ou lui fait du bien. Parce que dans l'énergétique, on est dans la pathologie. Alors souvent, on oublie. Le taoïsme, c'est pas la pathologie, c'est l'harmonie. C'est un peu peut-être la différence entre ma conférence à moi et la conférence d'un acupuncteur, c'est qu'il va être orienté quand même sur la pathologie. Donc il ne va pas vous dire tout à fait la même chose. Moi je dirais, les oreilles, si on entend des belles choses, si on entend des mots d'amour susurrés à l'oreille, ça fait pas mal. C'est pas dangereux. Au contraire, il faut même attraper quelque chose de bien. D'accord ? Il ne faut pas oublier ça. D'ailleurs, on va voir après ce qu'on va parler des émotions. Et quand on parle avec un acupuncteur, c'est toujours les émotions négatives. Alors, vous avez des beaux posters, mais je n'aurais pu acheter un beau poster, mais j'en veux pas. Mais c'est toujours négatif. À chaque fois qu'on regarde un organe, c'est négatif. C'est la colère blesse le foie. Bon. Et il n'y a pas quelque chose qui lui fait du bien? Des aiguilles d'acupuncture. Mais c'est pas que la vie, ça, les aiguilles d'acupuncture. Bon, je me moque gentiment. J'adore les acupuncteurs. J'avais même commencé à faire des études d'acupuncture. Voilà. Mais je me pique, moi. Je me pique. Ouais, mais il n'y a pas de récipient. C'est juste l'étain. L'aiguille. Bon, j'arrête parce que alors, donc, on va regarder maintenant. Ce qui, en fait, les autres choses qui nous intéressent pour la pratique des arts énergétiques chinois, c'est, voilà, ce dont je vous parlais tout de suite, les vertus. On appelle ça des vertus positives, forcément. Des émotions positives. Et aussi des émotions négatives. En sachant que, là, c'est là où on va se différencier un peu de l'acupuncture, mais si peu, c'est que il y a des choses qui sont bonnes. Quand elles ne sont pas en excès, les choses sont bonnes pour l'organisme. Donc ça, c'est les clés pour la santé. C'est de faire en sorte qu'on apporte des choses positives pour les organes. Et donc, il y a déjà des choses qui sont apparues, qui sont positives pour les organes. On a vu, et vous voyez, il y a des couleurs. Les couleurs, par exemple, ça fait résonner l'organe, par exemple la lumière verte, qu'on voit là pour le foie, ça fait, la lumière, c'est une résonance, c'est une vibration. Et ça fait du bien au foie.
l'énergie du bois, quand on se balade dans la forêt. Hein, ça fait du bien. Ça fait du bien au foie. Hein, d'accord? Donc, ça, on le dit, c'est pas parce que, c'est l'énergie du bois, comme ça, je vais réfléchir, je vais dire, ça fait du bien. Non, on le voit. Si quelqu'un visualise la lumière verte, eh ben, ça a un impact immédiat sur la qualité du pouls. Le pouls chinois, on prend le pouls, ça a un impact immédiat sur le pouls. C'est toujours l'observation. Alors, qu'est-ce qui est bon pour le foie? Le foie, c'est si on éveille en soi la vertu de générosité, on fait du bien à son foie. Il est content. C'est pas étonnant que la générosité, c'est pas comme ça. Hein, c'est pas comme ça. Je ne mets pas tout dans mes poches. La générosité, au contraire, c'est une forme d'expansion. Hein, on s'expanse. Hein. Donc, c'est la vertu positive du bois, l'expansion. Et la colère, c'est aussi quelque chose qui s'expanse. D'accord? C'est pas le même genre. Hein. C'est quelque chose qui est un peu dirigé par Thanatos, par la destruction. Hein, plus que par Eros. La générosité, c'est... Dans la générosité, il y a une forme de joie authentique. Hein, quand on est généreux, hein, quand on se souvient un moment où on a été généreux, à l'intérieur, il y a comme une lumière qui s'éclaire. On ne se sent pas tout petit, on ne se sent pas tout seul, on se sent connecté à tous les êtres, et il y a la lumière à l'intérieur, et on sourit. D'accord? On ne fait pas généreux comme ça. Pas comme ça. On dit, tiens, c'est pour toi. Hein? Résultat? D'accord? Bon, la colère, c'est une autre chanson. Hein, c'est aussi une expansion, mais c'est pas terrible. La culpabilité, alors la culpabilité, c'est aussi une forme d'expansion, mais là, c'est aussi très destructeur, c'est retourner contre soi-même. Hein, c'est une expansion profonde, hein, en culpabilité, on peut vraiment se faire du mal, dire qu'on est vraiment nul. Hein, c'est de l'autodestruction, hein, là on est encore dans Thanatos, on n'est pas dans Eros. Alors, et puis si vous voyez, il y a un petit quelque chose là, un petit mais c'est le son qui correspond au foie. Et si je fais ce son, eh bien, je sais que c'est une résonance, un son. C'est comme une résonance, tout est résonance. Dans ce que je vous montre là, vraiment, c'est la résonance. Si je suis en contact avec la forêt, ça va résonner en moi. Si je suis en contact avec la lumière verte, si je suis en contact avec le bois, si je suis en contact avec la générosité, et si en plus je fais ce son-là, ce qu'il y a de mieux pour mon foie, d'accord? Et il va se porter super bien. Moi, je peux vous dire que ça, je l'ai vérifié, je vais même enseigner ça à des gens qui étaient praticiens en Shiatsu, c'est d'utiliser les sons sur les méridiens. Quand vous avez un méridien qui est, comme je vous expliquais tout à l'heure, le foie, là, qui ne peut pas faire ce qu'il veut, là, il voudrait bien, il ne peut pas. D'accord? Il est dur. Si vous mettez vos mains, vos doigts sur le trajet du méridien, et que vous faites, il y a des conditions, il faut savoir faire le son, il faut faire une respiration inversée, etc. Enfin, peu importe, oublions tout ça. Et si vous faites le son, eh bien, le méridien, il va déjà se remettre en mouvement. Et vous allez pouvoir travailler dessus. Alors peut-être qu'il faudra que vous fassiez le son peut-être 3 fois. Mais 3 fois, c'est rien, ça prend 30 secondes, 45 secondes. Et là, vous pouvez travailler dessus. Alors qu'auparavant, si vous ne faites pas les sons, vous appuyez dessus, ça fait mal. Vous ne pouvez pas. Ça, vous voyez, c'est d'observation. D'observation. Et on était plusieurs à vérifier. C'est comme je l'ai enseigné. Les gens m'ont donné leur feedback. Je ne suis pas tout seul. Et je ne suis pas tout seul à avoir pensé non plus. Il y a plein d'autres qui ont pensé, il y a plein d'autres qui le font. C'est comme ça, c'est l'être humain. Il fait partie du cosmos. Et on est tous connectés. Voilà le son. Si on va sur le cœur, la couleur c'est rouge, comme le feu. Vert, vert.
C'est les couleurs qui figurent en fait, là. Sauf métal c'est blanc, mais si je mets blanc, on ne voit plus rien. Je fais exprès de mettre noir. Alors sur le cœur, la couleur rouge. La couleur rouge, et là, je vais faire une petite pause parce que c'est vraiment important. Je suis dans les temps. Je vais faire une petite pause, c'est vraiment important pour le cœur. Parce que le cœur, il a une place privilégiée sur l'ensemble des autres organes, c'est qu'on appelle le cœur empereur. Le cœur empereur, c'est là où réside le chêne. Chêne, c'est la conscience. Pas l'autoconscience, mais la conscience, c'est la persona, ou le moi, l'être qu'on est au monde. C'est dans le cœur que réside la force, le chêne, la force de cohésion, la force de cohérence de tout l'esprit, de notre esprit, de notre conscience. Et dans cet espace, dans ce cœur, qu'est-ce qu'on trouve en termes d'émotion? On trouve l'amour et on trouve la joie. Et vous savez, comme moi, que dans l'univers, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a la force de vie et la force de destruction, et il y a Eros et Thanatos. Et qui c'est qui gagne pour l'instant? C'est Eros qui gagne. Bien sûr, Thanatos, il gagne des fois. Il gagne des fois. Mais pour l'instant, c'est Eros qui gagne, parce qu'on est toujours là. Si c'était que Thanatos qui gagnait, on ne serait pas là. On ne serait pas là en train de discuter de ça. Il n'y aurait pas eu d'enfants, parce qu'avant, on était des enfants. Avant, nos parents étaient des enfants. Et on n'aurait pas tout ça. D'accord? Donc, souvenez-vous, pour les taoïstes, eh bien, c'est Eros qui gagne. Et le cœur, la joie, c'est Eros. D'accord? C'est la force de vie. C'est ça qui permet de créer, d'être dans la création, dans la générosité. Vous avez vu la générosité? Dans la générosité, il y a de la joie. Et là, on retrouve le cœur. On retrouve le cœur de chêne, de la conscience. C'est la joie authentique et profonde. Ça, vous ne trouverez pas ça avec les acupuncteurs. C'est un alchimiste qui parle. Taoïste, pas un alchimiste de laboratoire. Ensuite, si on regarde pour le métal, l'ouest, l'automne, là, c'est le courage. Le courage. Le courage aussi, c'est aussi une force. C'est une force qui s'est condensée, le courage. Je dis, on est à fond du courage pour faire ça. C'est quelque chose qui vient c'est quelque chose, c'est presque de la matière, le courage. C'est presque quelque chose de tangible. C'est pas comme le feu. C'est quelque chose qui est puissant, qui est là, présent. Donc c'est le métal. Et... Oui, blanc. Oui, c'est la couleur blanche. C'est écrit en noir. Parce que je voulais quand même que vous le voyiez un peu. Ah, j'ai oublié le son du cœur. Ah, puis j'ai pas eu la patience. Oh. Et vous connaissez, vous ne posez pas de questions. L'impatience et l'arrogance. L'impatience et l'arrogance, ça c'est un peu trop. Cache ta joie. Cache ta joie. Cache ta joie. L'impatience. Un peu trop de feu là. Je vais faire ça, je vais faire ci. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 minutes de retard, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ouais, un peu trop de feu, quoi. Un peu trop de feu. Alors pour calmer l'impatience et l'arrogance, on fait le son. Alors les sons alchimistes sont des sons qui sont chuchotés. C'est-à-dire qu'on les. C'est pas ah, c'est pas ça. Ni ah, c'est pas comme ça, c'est comme ça. D'accord? C'est comme le son du fouet, d'ailleurs, c'est.
changement, donc courage. Bon, alors là, la tristesse, c'est une forme de condensation, on peut faire effondrement. Hein, c'est la structure qui s'effondre. Là, il n'y a plus de force. Hein. Elle est dissipée, la force. Donc, la tristesse et l'abattement, et ce qui fait du bien quand on est triste et abattu, c'est de faire le son qui correspond au poumon. Et qui vraiment, ces sons-là sont vraiment très intéressants. Je vous les fais, vous pouvez les répéter même pour vous. Ils sont vraiment très intéressants et très puissants pour dissiper et pour ravigoter les fonctions physiologiques de l'organe, pour dissiper la tristesse et l'abattement. Et le son, c'est celui-là. À partir du poumon, bien sûr. Quand c'est le foie, c'est à partir du foie. Quand c'est le cœur, c'est à partir du cœur. Il faut mettre son esprit là où il y a besoin. Alors, je ne peux pas faire un cours sur la chimie, parce que là, ça va nous entraîner plus loin encore. Heureusement qu'il y a des diapositives pour canaliser. Ensuite, on arrive sur le rein, donc la couleur bleue. Donc, si vous mettez du bleu, si vous mettez du bleu autour de vous, ça va apaiser la peur. Apaiser la peur. Avant de parler de la peur, on ne va pas faire comme mes amis acupuncteurs. Je vais parler d'abord de la vertu positive. C'est la douceur. C'est le plein. C'est la sérénité mais calme. C'est le chaud doudou. Le chaud doudou, moi j'aime bien ça. Je trouve que ça correspond vraiment à la qualité d'énergie des reins. C'est le chaud doudou, c'est la douceur, c'est doux, c'est roudoudou, c'est plein, c'est pas tout froid piquant. Alors là, bon, maintenant qu'on a parlé de douceur, on va parler de ce qui blesse les reins, c'est la peur. La peur, ça blesse les reins. Ça fatigue les reins. Ça fatigue les reins. Et le son que l'on peut faire pour désamorcer la peur et pour remettre de la qualité et de l'énergie dans les reins, c'est le son. Et j'en profite, hein. Il faut juste se connecter au rein. Et quand on fait le son, on pense à ces reins et on fait la qualité et on évacue ce qui n'est pas bon. On ne s'occupe pas de faire quelque chose mentalement, c'est juste que du plaisir. Si vous avez besoin, je peux vous en refaire encore un coup. Alors, ensuite, on arrive à la rate. Ah ouais? Ben alors, personne ne m'a demandé. Pourquoi tout à l'heure il commence par la rate, maintenant il finit par la rate? Alors, je vais vous dire dans 2 minutes pourquoi. Pas tout de suite d'ailleurs, parce que là on arrive sur l'ouverture. Alors là, l'ouverture, ça m'a posé des sacrés problèmes pour comprendre qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière ce mot. Ouverture. En fait, c'est très simple. Comme la rate, c'est celle qui nourrit, c'est la stabilité, c'est le centre, et sur lequel, à chaque intersaison, l'énergie va venir se ressourcer ici. Quand on est dans le domaine psychique, ça veut dire que si on veut que la rate elle soit disponible au niveau de l'esprit, il faut aussi qu'au niveau énergétique, elle soit disponible. C'est pour ça que je finis par elle. Parce que si tous les organes qui ont besoin d'elle, tous les énergies d'organes qui ont besoin de la rate, ils sont calmes, ils sont bien, ils sont en pleine forme, ils sont pimpants, ben la rate, elle est bien, elle n'a rien à faire. Il ne faut pas qu'elle se fatigue, il ne faut pas qu'elle rumine, non. Tout va bien autour d'elle, tout le monde est content, donc là, il y a une disponibilité intérieure. Et ça sert à quoi la disponibilité intérieure? Ben, la disponibilité intérieure, ça sert énormément. D'abord, ça fait du bien à la tête, parce que
quand c'est comme ça, on ne rumine pas, hein, on se sent calme, on se sent... Alors, quand on est vraiment bien, qu'on a, on a une connexion avec la vertu d'ouverture, la vertu d'ouverture, c'est une disponibilité intérieure, c'est la capacité à percevoir ce qui nous entoure de manière claire, et aussi, eh bien, d'avoir des expériences spirituelles, dans le sens large, dans le sens laïque, hein, spirituel, c'est-à-dire une connexion à l'univers, une connexion aux autres êtres, une connexion parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se présente devant nous, mais c'est pour nous que c'est là. Si j'avais pas été disponible, je n'aurais pas vu. Au lieu de prendre ce truc qui est là pour moi, j'aurais été ailleurs. Je me serais fatigué ailleurs. Là, comme mon esprit est calme et que je suis ouvert, je vois quelqu'un qui passe et qui dit moi j'ai un vidéoprojecteur. Moi j'ai un vidéoprojecteur. Vincent. Moi j'ai un vidéoprojecteur. T'as un vidéoprojecteur? Moi j'en ai besoin. D'accord? Hop. Bon, là c'est un exemple terre à terre. Hein. C'est un exemple terre à terre. Mais il aurait pu dire ça, et t'aurais pas. Je n'aurais pas été disponible, je n'aurais pas vu. La synchronicité. Vous connaissez la synchronicité? Si tous vos organes ne sont pas en énergie équilibrée, vous n'aurez pas, vous ne percevrez pas la synchronicité. Synchronicité, c'est des événements qui arrivent autour de nous et qui sont du domaine. Là, on est dans la matrice mathématique de l'univers avec la synchronicité. Hein. Là, on touche juste au moment où les choses implicites émergent. Hein. On peut voir la synchronicité. C'est quoi la synchronicité? C'est des événements éparpillés autour de nous, des informations éparpillées autour de nous, qui n'ont pas de sens d'une manière très rationnelle, mais que notre esprit, s'il est disponible, va lier ensemble et donner du sens à tout ça, mais dans le sens de notre propre existence à nous. Ça vous est clair ce que je raconte là? Oui, Monique. Je vais juste dire un gag, alors finalement, il faut pas beaucoup de foudre. Non, je pense. Par contre, comment on fait... J'aime bien les gags, je n'ai pas entendu. Comment on fait, et on est certainement plusieurs ici, quand on n'a pas de vésicule biliaire, ou quand on n'a qu'un rein, ou qu'on n'a plus la rate... Bonne question. En énergétique chinoise, tu as toujours ton méridien. Et il fonctionne toujours. Les fonctions énergétiques continuent à fonctionner. Le méridien est toujours là. Surprenant. Mais bon, c'est une réponse de chinois, il faut dire. Mais c'est une réalité. Tu vois, c'est une réalité. Par contre, il est souvent en difficulté et il faut souvent l'aider. Forcément, puisqu'il n'y a plus la matière qui va avec. Alors, quand il n'y a qu'un rein, ça pose moins de problèmes énergétiques que si, par exemple, c'est effectivement la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est je vais par là ou je vais par là. Quelqu'un qui n'a plus de vésicule biliaire, ça lui pose des problèmes. Il ne sait pas aussi facilement que quelqu'un qui a une vésicule biliaire qui est en bonne santé. Mais peut-être il sait mieux que quelqu'un qui a une vésicule biliaire qui n'a pas un bon niveau énergétique, tu vois. Oui? C'est l'heure? Non. Oui? Il reste 10 minutes? Ok. D'accord. C'est pas facile, hein? Il me faut un gardien du temps. Donc là, on a vu donc les principes, on a vu tous les principes énergétiques. Alors le son, donc j'ai parlé de la rumination, le son de la rate, c'est... c'est un... La couleur, c'est bon. La couleur, c'est jaune. C'est jaune comme tournesol, c'est un peu jaune-orange. Mais bon, ça, c'est les couleurs traditionnelles. Le bleu, c'est un bleu foncé.
c'est pareil. C'est pareil. Sauf, ah non, la saison des Chinois, ah non, mais là, je vais passer 10 minutes. Hein. C'est pas, non, je n'ai pas bien compris la question, je la comprends. Non, le printemps, il ne démarre pas. Je ne vais pas répondre à la question, ça va prendre 5 minutes. Mais ça ne démarre pas pareil, parce que nous, on démarre la saison au solstice, au maximum. C'est-à-dire, quand le jour est le plus long, on dit c'est le début de l'été. Non, c'est pas vrai. C'est pas le début de l'été. C'est le milieu. Pour les Chinois, c'est le milieu de l'été, c'est pas le début. Est-ce que j'ai droit à une petite question quand même? Oui, Je suis en train de réaliser que le drapeau tibétain, quand ils mettent leur... Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu. Ça a à voir avec ces éléments-là? Peut-être. Je sais pas, je peux pas te répondre, mais il y a des chances. Il y a des chances parce que ça, on retrouve dans les pratiques tibétaines, on retrouve les pratiques alchimistes taoïstes, avec des sons, avec des choses comme ça. Hein. C'est pas tout à fait pareil, hein, mais par contre, les 5 éléments, c'est commun. Hein. La médecine tibétaine, c'est pareil. Pas pareil, pratiquement pareil. Alors, les lois d'engendrement et les lois de contrôle, de soutien. Alors là, je vais vous dire 2-3 minutes. Parce que ça, c'est une prise de tête phénoménale et ça n'apporte pas vraiment de plus-value à la pratique de l'alchimie. Il faut juste comprendre un peu que ça existe. Donc là, je vais rester un petit peu sur cette représentation qui est la représentation taoïste. Ce n'est pas la représentation de l'énergétique chinoise telle qu'elle est faite aujourd'hui, mais il y a des milliers d'années. Ça, c'est la représentation, parce que c'est la représentation du cosmos avec la Terre au centre. Alors, si on regarde les saisons, vous voyez, on a le printemps, on a l'été, on a l'automne, on a l'hiver, et il y a ce que les Chinois appellent l'été indien. Pourquoi ils mettent cette saison-là? Parce que, alors on ne les trouve pas dans les calendriers chinois, hein, l'été indien. On les trouve uniquement dans les calendriers énergétiques. Parce que la rate, c'est un organe aussi, et qu'elle a sa place dans le cycle des saisons. En plus d'être au centre et de nourrir chaque organe, elle trouve sa place dans le cycle des saisons. Et dans le cycle d'engendrement. Et le cycle d'engendrement, c'est comment circule, non, c'est pas comment circule, c'est comment les organes fonctionnent entre eux. Eh bien, c'est très simple. L'énergie du bois, l'énergie du foie, on dit qu'elle nourrit le feu, c'est-à-dire l'énergie du cœur. Ensuite, on dit l'énergie du cœur, c'est-à-dire l'énergie du feu, nourrit la terre. C'est-à-dire que le bois est transformé en cendre et il va nourrir la terre. Donc l'été indien, comme vous l'avez compris, en fait, on le place entre l'été et l'automne. La terre engendre le métal, parce que le métal, on le trouve dans la terre. C'est mnémonique surtout tout ça. Le métal, il condense l'eau. Donc le métal, donc l'énergie en fait des poumons nourrissent. Hein, si par exemple nourrissent l'énergie des reins, si l'énergie du poumon ne fait plus ce travail, ben, l'énergie des reins est fatiguée. Hein, d'accord? L'énergie des reins nourrit, c'est-à-dire l'eau, nourrit le bois. Voilà. Donc ça, c'est les règles énergétiques. Si jamais il y a un problème avec un, ça fout tout par terre. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est la première loi d'engendrement. Ça suit le cycle des saisons en retenant que l'été indien est après l'été. C'est très simple. Ensuite, ça se complique. Oubliez ça. Hein. C'est juste pour dire, ah, c'était ça, ce que je voulais dire, c'est, ah, c'est compliqué. C'est le cycle. Alors ça, c'est le cycle. Alors, les plus durs, c'est le cycle de contrôle. D'accord? Mais quand on regarde bien, au niveau de l'énergétique, c'est le cycle de contrôle, mais c'est un contrôle sympa. C'est plutôt un contrôle de soutien qu'un contrôle du genre les souteneurs.
Alors, je vais juste prendre un exemple pour vous dire comment ça marche, et puis on va aller tout de suite là où ça marche mieux, un schéma d'après. Donc, comment ça marche? Ben, on dit par exemple le feu, donc l'énergie du cœur. On dit l'énergie du cœur, le feu, il fond le métal. C'est pour retenir simplement. Mais en réalité, c'est pas qu'il fait du mal au métal, c'est qu'il vient le soutenir. C'est qu'il l'empêche d'être trop métal finalement. Il aide à ne pas être trop métal. Ça va? Bon, là on arrête là, hein, parce que vous voyez bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien la limite de la représentation taoïste pour l'énergétique, c'est que on arrive à des schémas compliqués, puis c'est difficile à retenir. Donc, heureusement, maintenant, il y a une représentation moderne. C'est celle-là. C'est beaucoup plus simple, où on a les 5 éléments sur un cercle, d'accord, qui se succèdent les uns après les autres, et comme on est dans le cycle d'engendrement, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est très facile de se retrouver. On sait que le feu, ça nourrit la terre. Le feu et la terre, on sait que l'été, il est juste avant l'été indien, donc c'est très simple, au niveau de la mémoire, de retenir. Et si on regarde au milieu, on voit un autre réseau de flèches, à part le bonhomme qui sourit. On voit un autre réseau de flèches. On voit par exemple cette flèche qui va de l'énergie du cœur vers les poumons, et là on retrouve le feu, ici, contrôle le métal, c'est-à-dire il fond le métal sur la peau. Contrôle et soutien. On voit le métal ici, il va couper le bois, on dit ça comme ça, il coupe le bois. C'est juste pour dire, c'est mnémonique. Donc si on a un problème, si par exemple on a un problème au niveau de l'énergie du foie, en énergéticien, on va se dire, bon, on pratique du qigong, tout ça, on s'en fout. Mais en énergéticien, on va dire, on a un problème de foie, alors c'est soit que ici, le rein ne nourrit plus, peut-être le rein est faible, donc l'origine c'est pas le foie, l'origine c'est le rein. Ou alors peut-être que c'est le poumon qui contrôle trop, il est agressif et vient fatiguer le foie. Donc on va regarder ces deux-là pour voir s'il n'y en a pas un. Par exemple, si on voit que le poumon il est plein et il est au taquet, on va dire bon, c'est clair, hein. C'est lui qui va faire qu'il fout le bazar. Oubliez tout ce que je dis, hein, c'est juste des exemples. Donc, ici, on voit, donc à chaque fois, donc on a le métal qui coupe le bois, on a le bois qui contrôle la terre, hein, c'est avec ses petites racines. On fait ça là sur le côté des autoroutes. Hein. Il y a d'autres exemples, hein, mais c'est ce que je dis. Du côté des autoroutes, on met des plantes pour tenir la terre, parce que sinon, elle s'en va. Hein. Donc c'est les plantes, le bois qui contrôlent la terre. Ensuite, la terre, elle canalise l'eau. Hein. Si on veut faire des canaux, c'est avec la terre qu'on le fait. Hein. Et puis, l'eau, elle éteint le feu. Voilà. Donc là, on a le cycle complet de contrôle, soutien, hein, de la loi énergétique. Donc là, avec ce schéma ici, on a représenté là les lois énergétiques avec tout ce qu'il faut pour équilibrer les organes, pour équilibrer l'énergie dans le corps. Alors, quand je parlais d'énergétique pour les acupuncteurs, c'est pas le même travail que pour le qigong. Le qigong, on fait de l'entretien, on fait de la qualité, de l'intensité, mais parfois on a besoin de se faire aider. Il faut se faire aider. Donc on va voir un acupuncteur, un Shetsugi, ou je ne sais pas qui qu'on veut. Hein. On va voir, et lui ce qu'il va faire, il va regarder, attends, c'est le foie là, je vais faire ça, attends, je vais peut-être regarder, tiens, c'est la rate qui agresse le foie, puisqu'elle peut aller dans l'autre sens aussi quand ça ne va pas. Donc il dit ça, je vais m'occuper de la rate. Voilà, qui s'occupe de la rate, et ça va vous aider. Hein. Mais quand on fait Qigong, on ne fait pas ça, on ne fait pas des trucs comme ça. Hein. On fait tout. Il faut faire tout. On fait tous les organes, on fait tous les méridiens. On ne fait pas un méridien, on fait tous les méridiens. Quand on pratique pour soi, longtemps. Hein. Quand on voit un thérapeute, c'est autre chose. Parce que même le Qigong, moi je peux donner un Qigong à faire
pour renforcer un organe. Bon, c'est pas dur quand on est professeur de Qigong de faire ça. Hein. Mais quand on est simplement pratiquant, on ne le fait pas. Même moi, je vais vous dire, moi, si j'ai un problème, je vais voir un collègue. Ça va beaucoup plus vite. Hein, parce que forcément, on travaille avec nos limites. Donc, il faut d'abord se faire aider, et après, on a la pratique qui va nous permettre de garder de la qualité, de cultiver de l'intensité, d'avoir de la qualité sur l'ensemble des organes. Alors, justement, Qigong et mise en résonance. Alors, la mise en résonance, elle va se faire de plusieurs façons. Elle va se faire, ça va aller très vite, elle va se faire à partir du tai chi. Donc, on a vu tout à l'heure le tai chi avec le yin, le yang et la transformation. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans son corps pour rentrer en résonance avec la matrice mathématique de l'univers? Il faut fabriquer le plus beau yin, le plus beau yang, et il faut faire la plus belle transformation. D'accord? Si vous faites un beau yin, je vais dire par exemple, vous faites du Qigong, le yin c'est quand on descend par exemple. Par exemple, hein, ça pourrait être aussi quand on condense, mais descendre c'est plus facile. Si je veux faire un beau yin c'est comme ça. Un mauvais yin c'est comme ça. Là, je ne fabrique pas un yin, ce n'est pas un yin pur. Et il y a plein de tensions dans mon corps. Je ne suis pas relâché. D'accord? Et si je fais un yin comme ça, il faut que je le transforme maintenant en yang, il faut que je monte. Mais comment je vais pouvoir faire un beau yang avec un yin pareil? Il va forcément être vilain. Hein? Là, je vais faire un beau yang, je vais faire un yang comme ça. Ça ne va pas. D'accord? Donc si je fabrique un beau yin, un beau yang, et que je sais aussi bien le transformer, cette transformation c'est important, eh bien c'est comme si là j'étais en phase, en résonance avec la matrice mathématique de l'univers qui, elle, ça fait partie, c'est comme une clé. Hein. Si vous êtes en phase, c'est comme une clé, c'est comme si vous mettiez une clé, et vous êtes en phase avec la matrice de l'univers, et la matrice de l'univers, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Eros, pas Thanatos. Et là, vous rentrez en phase avec l'univers et vous avez accès au chi. Si vous faites des trucs comme ça, et là, vous n'avez rien, c'est rien. Vous allez vous faire du bien, au mieux, au pire, vous allez vous faire mal, mais au mieux, vous allez faire du bien. Mais vous n'allez pas cultiver le chi. Vous ne pouvez pas cultiver le chi en ne respectant pas le tai chi. Il faut faire un beau yin, un beau yang et une belle transformation. J'ai un petit sourcil. Là, c'est la clé corporelle et mentale pour se mettre en phase avec le Tao. Ça, c'est vraiment fondamental pour la santé en termes généraux, aussi bien pour la vitalité que pour la santé psychique. Donc là, vous avez vu, il y a une petite ombre du dragon, là. C'est l'école de l'ombre du dragon, hein, c'est mon école. L'ombre du dragon, c'est justement... l'école de l'ombre du dragon, c'est une pédagogie pour enseigner à faire du beau yin, du beau yang, et surtout à bien faire la transformation. Ça, c'est important, parce que sinon on perd. Si on ne sait pas faire, si on fait un beau yin, on fait un beau yin, bon, après on fait un beau yang, mais toute l'énergie qui est descendue, si on l'arrête comme ça et qu'on redémarre comme ça, on l'a perdue. D'accord? Il n'y a pas de transformation. C'est comme si on avait fait une chose et après on fait l'autre. C'est comme s'il y avait le yin d'un côté et il y avait le yang de l'autre. Mais il n'y a pas de transformation. Donc c'est pas le tai chi. Le tai chi, pas le tai chi chuan. Le tai chi, le signe du yin et du yang est la transformation. Pour faire la transformation, on fait un beau yin, après on fait le mouvement de transformation et après on fait un beau yang. Ça c'est correct. Et là on est en phase avec l'univers. S'il manque un bout, il n'y a pas. C'est toujours mieux que rien. C'est vrai, il faut dire aussi, il faut dire les choses, c'est toujours mieux que rien. On se fait toujours du bien. Si vous faites un beau yin et un beau yang, vous faites du bien quand même. Continuez. Vous faites du bien à l'univers aussi. Mais si vous faites un beau yin, un beau yang, un beau tai chi, enfin une belle transformation, c'est encore mieux.
Alors ça, c'est une première méthode de faire le tai chi, mais aussi, on peut aussi cultiver les 5 éléments. Et là, c'est autant dans ce genre de mouvement ici, dans ce genre de mouvement comme ça, là on travaille sur le tai chi, sur le yin, le yang et la transformation. Autant si on veut travailler sur sa psyché, sur son psychisme, et vraiment sur l'énergétique, c'est-à-dire toute l'énergétique corporelle, toute l'énergétique chinoise sur les 5 éléments, alors là, on va utiliser d'autres méthodes. On va utiliser les méthodes physiques, parce qu'on utilise des méthodes physiques, donc on va utiliser aussi l'onde du dragon pour faire fabriquer du beau yin, du beau yang, et aussi l'onde du dragon, ça permet aussi de bien condenser le chi, de bien canaliser, de bien conduire l'énergie dans tout ce qui est en mouvement. Et pour la partie qui est la qualité de l'énergie selon les 5 éléments, là, c'est avec l'esprit qu'on va faire. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est mettre en résonance. Quand on voulait accorder les guitares, parce que maintenant on les accorde avec un truc électronique, hein, mais avant on les accordait avec un diapason, hein, avec un La, on frappe le diapason, on pose sur la caisse et on tourne la corde pour la tendre ou la détendre jusqu'à ce qu'elle se mette à vibrer toute seule. D'accord? Elle n'a pas besoin de toucher, c'est par résonance, hein, avec le La. Eh bien, le Qigong, c'est la même chose au niveau de l'alchimie interne taoïste, c'est-à-dire sur la qualité par rapport aux 5 éléments. On se met dans un organe, bon ça c'est des techniques, c'est pas si compliqué, hein. On se met en contact avec l'organe, on met son esprit, son attention, son sourire à l'intérieur de l'organe, et dans l'organe, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire résonner la lumière. Eh ben, clic, j'allume la lumière rouge à l'intérieur de mon cœur. Quand j'ai dit lumière rouge, tout le monde a les yeux rouges. Ben, quand vous êtes avec votre cœur, c'est pareil. Vous dites rouge et vous voyez du rouge. Il disparaît, vous le remettez. C'est pas compliqué. Quand vous faites ça, vous mettez de la qualité et de l'intensité aussi. Et ça augmente la quantité d'énergie. Quand vous voulez mettre, par exemple, quand vous voulez mettre l'élément. Par exemple, si je veux mettre l'élément bois dans mon foie, qu'est-ce que je vais faire? Mais je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. Je vais me faire que plaisir. Je vais me souvenir de toutes les fois où j'ai expérimenté l'énergie du bois. Je suis en contact avec mon organe, et à partir de ce contact intérieur, de ce sourire à cet organe, je vais actualiser les souvenirs du bois. J'ai touché le bois, j'ai touché le tronc d'arbre. Je me souviens, vous savez, j'ai les sensations, j'ai la vue. Je posais mon front aussi sur les arbres, je vais vous dire en même temps que ça me vient. Hein. J'ai posé ma langue sur du bois, hein. J'ai mordu des noisetiers, du réglisse. Hein. Je connais la fibre, j'ai la fibre dans ma bouche. J'ai l'odeur du bois, l'odeur de l'écorce, l'odeur du bois. J'ai le contact avec les bourgeons, avec les branches, avec les racines. Je me souviens quand j'ai essayé d'arracher un chêne. J'étais gamin, mais il était haut comme ça le chêne, j'ai pas réussi. Parce qu'il était aussi profond qu'il était haut. J'avais pas d'outil, j'ai jamais réussi à l'enlever. Je me souviens de tout ça, de cette force, etc. Et là, quand je fais ça, ça y est, je suis en résonance avec l'énergie du bois. Et je nourris mon foie. Et si on regarde les poux chinois, on voit que tout de suite, ça amène des transformations et des changements dans le pouls. Et pour les qualités, qu'est-ce que je vais faire pour la qualité? La générosité, justement, dans le foie. C'est pareil. Je vais me souvenir comme si j'y étais, au moment où j'ai éprouvé la joie authentique et profonde d'avoir été généreux. Je vais retourner dans cet instant, avec les contacts, toujours à l'intérieur de mon foie, mais je vais me souvenir des contacts avec mes vêtements, avec les objets, avec les êtres, la lumière, les images, les sons, les odeurs, les mots échangés. Et dès que je suis en contact avec ce moment où je sens cette joie authentique qui naît, j'utilise des techniques alchimistes pour amplifier encore et pour nourrir mon foie. D'accord? Donc c'est une autre façon que de générer avec l'onde du dragon ou avec le tai chi, mais c'est quelque chose qui est vraiment puissant pour la santé. Parce que là, on est dans la qualité, on est dans l'intensité. Donc, on a ces deux méthodes.
qu'il soit le tai chi, le yin et le yang, la transformation, ou les 5 éléments, c'est une manière pour obtenir la santé et pour la conserver, et aussi, je dirais plus peut-être sur la partie 5 éléments, aussi, si on revient au début de la présentation, aussi travailler sur l'autoconscience. Mais là, c'est un autre sujet. J'avais fait une conférence là-dessus, que je mettrai un jour sur Internet, quand j'aurai le temps, sur le Tao de l'authenticité. C'est là où on travaille sur l'autoconscience, c'est-à-dire la capacité à observer, à modifier les manifestations de la conscience ordinaire, celles qu'on utilise à 75 ou 80% de notre temps, ce qui permet de transcender, de dépasser toutes nos mémoires, toutes les mémoires personnelles sur notre existence. C'est des routines, les mémoires, c'est des routines. Il y a un type qui passe, et il est chaud avec des grosses lunettes noires, et il est un peu en bon point, d'accord? Ça va se mettre en route. Alors moi je me souviens de quelqu'un, mais je ne sais même pas, je n'ai même pas conscience de ça, moi je me souviens de quelqu'un qui était comme lui. Il n'était pas sympa ce mec-là. Et bien ça va se mettre en route tout seul. Et ce mec-là, il peut être sympa, je m'en fous, il n'est pas sympa, c'est ce que je dis. C'est tout. Mais la vie, c'est ça, 85% du temps, c'est comme ça. Il y a des routines qui se mettent en route. Ça se met en route. On croit qu'on réfléchit, on ne réfléchit pas. On ne fait que justifier, argumenter pour expliquer les routines qui se mettent en route. D'ailleurs, on peut expliquer n'importe quoi avec l'intelligence. On vous expliquer, ils avaient des machins avec des croix comme ça, là. Ils ont fait des millions de morts sur ce terre, ils étaient persuadés qu'ils faisaient quelque chose de bien. Ça, on a peine à y croire. Pourtant, ils ont entraîné des millions des centaines de peuples avec eux dans leur délire. D'accord? Donc avec l'esprit, on peut expliquer n'importe quoi. Mais ce qu'on explique, c'est pas du tout notre authenticité. Ce qu'on explique, c'est pour expliquer pourquoi qu'on a fait un truc qu'on ne sait même pas pourquoi qu'on l'a fait. C'est vrai, hein? Bon, alors, ça c'est... Bon, il faut commencer à travailler sur l'autoconscience pour prendre la mesure de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est une réalité. On travaille sur nos mémoires personnelles, sur notre histoire, on travaille aussi sur les mémoires transgénérationnelles, les mémoires culturelles. C'est tout un... Quand on est sur ce type de qualité-là, on est vraiment sur quelque chose de très très puissant, de très très... Et moi j'aime beaucoup cette partie parce que c'est par là que je suis rentré. Mais c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Parce que là, quand on fait ça, quand on est sur le tai chi, on est dans la matrice, on est sur la matrice. Mais quand on est là vraiment on commence à voir vraiment ce qu'est la matrice mathématique de l'univers, en tout cas l'importance que ça peut avoir et l'importance que soi-même on a à faire des choses dans l'univers. Moi je pense qu'ici, là, on est tous ensemble, là, on est en train d'écrire l'univers. Parce qu'on est en train de regarder ça et on est en train de discuter et penser tous en même temps à ça.